Bonjour à tous. Donc pour vous, c'est un grand plaisir d'attribuer ces prix. Pour moi, c'est un immense plaisir que le lauréat ait été sélectionné pour un travail réalisé dans mon équipe. Et je pense que c'est un très grand plaisir pour tous les gens de l'équipe et tous nos collaborateurs aussi. Donc nous nous intéressons aux régulations post-transcriptionnelles de l'expression des gènes, c'est-à-dire plus particulièrement à ce qui se passe au niveau des ARN lorsqu'ils passent du noyau dans le cytoplasme. En effet, ils peuvent être traduits, mais ils peuvent être aussi stockés dans le cytoplasme sans être traduits, voire même dégradés. Tout cela va dépendre de leur couverture protéique, et on sait maintenant qu'il existe une multitude de protéines qui lient l'ARN. Dans le génome humain, on estime que c'est 8% des protéines qui peuvent lier l'ARN. Mais ça ne dépend pas que de cette protéine, c'est aussi en lien avec la localisation des ARN dans un certain nombre de granules RNP pour ribonucléoprotéines qui sont présents dans le cytoplasme, qui ont des noms variés selon les cellules, le type cellulaire dans lesquels ils ont été décrits, comme les granules germinaux, les granules neuronaux, les P-bodies, les granules de stress. En image à l'arrière, c'est une coupe de cortex murin où une protéine, une hélicase ARN, a été colorée en vert et vous voyez qu'elle se localise dans des petits fossiles cytoplasmiques. En fait, il existe, au-delà des noms qui sont différents, toute une grande variété de granules RNP qui varient en fonction par leur morphologie, leur nombre, leur localisation dans le cytoplasme, leur composition. Si on reste à l'exemple des neurones, ici un neurone en culture avec son corps cellulaire, dans le même dendrite, rien qu'en utilisant 2 marqueurs, on voit 2 types distincts de granules neuronaux et il en existe bien d'autres. A l'inverse, dans des spermatides ronds humains, il existe un unique granule qui est le corps chromatoïde qui est accolé au noyau. Dans tous les types cellulaires, il existe les P-bodies qui sont l'objet de notre étude, qui va vous être présentée ensuite. Mais dans ces mêmes cellules, si on les soumet à des stress qui répriment la traduction massivement, comme des irradiations UV, un choc thermique, une infection virale, on voit apparaître des granules de stress qui sont beaucoup plus gros et de compositions différentes. Donc les caractéristiques de tous ces granules RNP dépendent du type cellulaire, mais aussi des conditions environnementales. Pour tous ces granules, les questions sont à peu près les mêmes. Comment est-ce qu'ils s'assemblent? Enfin, les questions principales. Comment est-ce qu'ils s'assemblent? Qu'est-ce qu'ils contiennent en termes de protéines et d'ARN? Quelle est leur fonction dans le métabolisme des ARN? Et plus largement, quelle est leur fonction dans la physiologie cellulaire? Dans mon équipe, nous nous intéressons essentiellement aux P-bodies dans les cellules humaines. Les P-bodies, il y en a dans tout le règne eucaryote, dans le règne animal comme végétal. Comme tous les autres granules RNP, ils ont à voir avec le métabolisme des ARN puisqu'ils contiennent des facteurs de dégradation des ARN, des facteurs régulateurs de la traduction, des facteurs impliqués dans l'interférence ARN, mais on ne sait pas exactement comment ils interviennent là-dedans. En microscopie, en contraste de phase, si on n'avait pas ici un marqueur fluorescent rouge, cette hélicase DDX6, on ne verrait rien du tout parce que contrairement aux autres vésicules cytoplasmiques, ils ne sont pas entourés d'une membrane. Ça se voit encore mieux dans une image de microscopie électronique. Il s'agit juste de protéines et d'ARN qui sont concentrés localement sous forme d'une gouttelette visqueuse au sein du cytoplasme lui-même liquide. Et depuis quelques années, beaucoup de groupes s'intéressent aux phénomènes qui permettent la création de ces granules et qui sont des phénomènes de transition de phase. Non pas de gazeux vers liquide ou de liquide vers solide, mais de moins visqueux à plus visqueux. Maintenant, la grande difficulté est de définir leur fonction. Notre groupe, ainsi que beaucoup d'autres groupes, ont choisi depuis plusieurs années d'essayer de voir quels étaient les facteurs qui étaient nécessaires pour la formation de P-bodies. Pour l'instant, on en a identifié 3, c'est-à-dire que si on a une culture de cellules avec des P-bodies, si l'on supprime l'un quelconque de ces facteurs, les P-bodies disparaissent et ne peuvent pas être réinduits par aucun inducteur. On pensait que c'était une bonne idée d'identifier les partenaires de ces protéines pour isoler des complexes spécifiques des granules RNP. C'est ce qu'on a fait sur toujours cette même hélicase DDX6. On dispose d'une énorme littérature sur toutes les protéines impliquées dans la dégradation des ARN, notamment le complexe de décapping, ou des répresseurs de la traduction, comme le complexe CPEB. Et on a effectivement identifié plus de 300 partenaires de DDX6 impliqués toujours dans ces mêmes processus concernant l'ARN. Cependant, on n'a pas eu de clé sur la fonction, parce qu'en réalité, aucun de ces complexes n'est spécifiquement présent dans les P-bodies. Ces complexes existent à la fois dans les P-bodies et en dehors des P-bodies.
La seule chose dont on peut être sûr, c'est que ces granules, ces P-body, ne peuvent pas faire de la traduction car les ribosomes sont exclus de ces P-body. Donc une difficulté qui apparaît là, c'est que si on veut isoler des P-body, on ne va pas pouvoir le faire par juste immunoaffinité, puisqu'on purifierait les complexes qui sont localisés dedans et dehors. Et puis, la molécule fantôme dans tous ces schémas, c'est l'ARN. On ignorait si les P-body contenaient plutôt des ARN non codants, codants, est-ce que c'est juste 10 transcrits différents, ou est-ce que c'est tout le transcriptome sans aucune sélectivité. Et pour la suite de l'histoire, hein, pour le suspense, je passe la parole à Arnaud. Bonjour, je tiens à remercier les membres de l'Académie pour cette invitation. Donc, les approches classiques de biochimie s'intéressent à la fraction soluble des ARN, mais ici nous voulons nous intéresser à une autre échelle d'organisation des ARN et du transcriptome, les interactions entre ARN qui peuvent coassembler dans des condensats, les P-body qui ont été introduits par Dominique Weil. Donc ici, dans des cellules humaines, ces P-body ont été marqués de façon fluorescente, ici en vert. Et l'innovation technologique est la suivante. Au lieu de purifier des cellules, nous purifions directement des particules en fonction de leur fluorescence et de leur taille par FAPS, et cela à partir d'un lisa cellulaire. Nous pouvons ainsi dépléter les organelles non spécifiques en rouge et enrichir les P-body ici en vert. Cette purification nous a permis d'identifier des centaines de protéines et des milliers d'ARN qui coassemblent dans ces condensats RNP. Et en termes de complexité, cette complexité est nettement supérieure à celle du ribosome ou du spliceosome, les machineries les plus complexes qui sont connues. Cette complexité est plutôt similaire à celle d'organelles, sauf qu'ici, encore une fois, ces condensats ne sont entourés d'aucune membrane. Donc, quel est donc le principe structurel de formation de ces condensats ARN et quelle est leur fonction? Des études préalables ont proposé différents modèles in vitro pour reconstituer des gouttes RNP artificielles. Dans un premier modèle, les protéines peuvent interagir avec de multiples partenaires via des interactions stéréospécifiques pour former un dense réseau d'interactions qui condense, qui agrège les protéines entre elles, et cela dans un tube. Dans un second modèle, ces interactions peuvent être cette fois-ci médiées par des domaines désordonnés qui ne sont pas foldés. Et enfin, dans un troisième modèle, c'est un réseau d'interactions denses entre ARN et protéines qui permet la condensation de ces RNP. Mais ici, la purification de P-body endogènes, physiologiques, nous permet de tester la validité de ces modèles qui avaient été développés in vitro. Donc, dans cet interactome, chaque nœud correspond à une protéine et chaque arête correspond à une interaction entre ces protéines. Et en intégrant les interactions de protéines qui étaient déjà connues, nous pouvons observer que les protéines des P-body tendent à interagir avec d'autres protéines des P-body, tandis que les protéines des granules de stress interagissent par exemple avec des granules de stress. Donc, d'une certaine façon, in silico, dans l'ordinateur, nous récapitulons la séparation de phase entre les P-body et les granules de stress qui, elle, est observée in vivo. D'une certaine façon, validant une partie du modèle numéro 1. Cependant, la purification des P-body nous a aussi permis d'identifier des domaines désordonnés de faible complexité en termes d'aminoacides qui sont fortement enrichis dans ces P-body, tels que ces répétitions poly-Q, RGG, polyproline. Et il avait été montré par ailleurs in vitro que ces peptides sont suffisants pour agréger dans un tube. Et donc nous confirmons ici que ces domaines désordonnés jouent probablement un rôle essentiel dans la formation de ces condensats. Enfin, qu'en est-il des interactions ARN-protéines? Ces interactions ont été étudiées à grande échelle par des approches de type CLIP. Et ici, par exemple, vous pouvez observer que la protéine Pumilio est enrichie dans les P-body, mais que sont également enrichis toutes les ARN cibles de Pumilio, ici en jaune. De même, nous avons pu montrer que les ARN cibles des protéines argonautes, du complexe myrisque, les protéines cibles de MOF10 ou de IGF-BP, par exemple, sont toutes enrichies dans les P-body, alors que les ARN cibles de protéines exclues des P-body, ces ARN cibles sont également exclus. Donc, à très grande échelle, nous pouvons construire des matrices d'interaction entre protéines et ARN, entre des centaines de protéines et des milliers d'ARN, et nous pouvons ainsi séparer ces molécules ARN en fonction des protéines qui les fixent par des analyses de type PCA. Et ici, en fait, chaque point correspond à un ARN différent.
Et si nous colorons ces ARN en fonction de leur localisation, vous pouvez observer que les ARN qui sont enrichis dans les P-body sont séparés des ARN qui sont exclus des P-body. Donc nous démontrons ainsi comment des protéines peuvent prédire quels ARN seront adressés aux P-body et quels ARN en seront exclus. Donc pour résumer cette partie, nous avons identifié des centaines de protéines et des milliers d'ARN qui forment des denses réseaux d'interactions qui sont redondants, interactions protéines, protéines, protéines ARN. De nombreuses de ces interactions sont stéréospécifiques, mais il existe également un deuxième niveau d'interaction entre domaines désordonnés, et nous pensons que ces réseaux très denses permettent le coassemblage de ces condensats ARN, et cela de façon spécifique. Quelle est donc la fonction de ces condensats? Nous avons tous en tête le dogme central, l'ADN est transcrit en ARN qui est traduit en protéines. Pourtant, si on regarde le niveau d'expression des protéines, il existe une très faible corrélation avec le niveau d'expression des ARN. Si nous intégrons à ce modèle la localisation des ARN, nous nous apercevons que les ARN qui sont enrichis dans les P-body, ici en jaune, produisent beaucoup moins de protéines que les ARN qui en sont exclus. Donc nous montrons ainsi comment l'adressage au P-body, qui est associé à une répression de la traduction, découple la production des protéines de l'expression des ARN. J'aimerais insister ici sur le fait que cette régulation est vraiment à l'échelle du transcriptome. Donc nous avons affaire à une régulation globale, majeure, à l'échelle de la cellule, de l'expression des gènes. Donc encore une fois, les ARN qui sont enrichis dans les P-body ont une efficacité de traduction qui est 20 fois inférieure à celle des ARN exclus. Nous proposons donc le modèle suivant, où les ARN qui sont exclus des P-body sont traduits de façon très efficace et constitutive pour produire des protéines, tandis que des ARN dont l'efficacité de traduction est moindre sont adressés pour stockage dans les granules. Qu'advient-il de ces ARN si nous supprimons ces granules? Nous pouvons dépléter une protéine qui est essentielle à la formation des P-body, des DX6, induire ainsi la dissolution des granules, et nous observons alors une augmentation de la traduction pour les ARN qui sont libérés dans le cytosol. Nous démontrons ainsi que les ARN qui s'accumulent dans les P-body ont la capacité de réentrer dans le pool de traduction pour produire plus de protéines. Qu'en est-il de la dégradation de ces ARN? La voie majeure de dégradation dans les cellules est ce qu'on appelle le 5' decay, où les ARN sont dégradés de leur côté 5'. En conséquence, quand on effectue du séquençage à grande échelle, il y a beaucoup moins de séquençage en 5' qu'en 3' parce que les ARN sont partiellement dégradés. Un tel phénomène est amplifié pour les ARN qui sont déplétés des P-body. En revanche, pour les ARN qui sont enrichis dans les P-body, on observe une protection en 5' comparée aux 3'. Nous montrons ici comment les ARN qui sont adressés aux P-body sont protégés d'une voie de dégradation en 5'. Donc nous avons identifié des ARN de réserve qui ne sont pas dégradés, qui sont réprimés et qui peuvent réentrer en traduction. Et la question est donc, quel type de fonction ces ARN encodent-ils? Ils encodent avant tout des fonctions régulatrices, alors que les ARN qui sont exclus des P-body tendent à encoder des fonctions de type ménage. Typiquement, les ARN qui sont exclus contrôlent la traduction, la production d'énergie, le métabolisme, l'immunité, les composants structuraux des organelles. En revanche, les ARN qui sont enrichis dans les P-body régulent la chromatine, l'expression des ARN, la division cellulaire, les modifications de protéines, mais également la différenciation et la morphogénèse. Un exemple typique, tous les ARN qui encodent les histones sont exclus des P-body, tandis que les ARN qui modifient les histones sont enrichis dans les P-body. Si l'on descend à l'échelle des complexes protéiques, par exemple, tous les ARN qui encodent le ribosome sont exclus des P-body, tandis que les ARN qui encodent le complexe coésine-condansine sont enrichis dans les P-body. Donc, en résumé, ici, cette purification par FAPS nous a permis d'identifier des régulons ARN, des groupes d'ARN qui sont fixés par les mêmes protéines régulatrices, qui co-ségrègent dans le même compartiment et qui sont co-régulés. Nous avons identifié des réseaux d'interaction qui permettent à ces ARN de co-assembler dans ces condensats les P-body. Nous avons montré que ces ARN sont très faiblement traduits. Leur traduction est 20 fois moins efficace que les ARN qui en sont exclus. Ces ARN ne sont pas dégradés et ces ARN peuvent réentrer dans le pool de traduction pour produire plus de protéines
à la demande. Enfin, si on s'intéresse aux ARN qui sont exclus, ils sont constitutivement traduits et ils encodent des fonctions constitutives. En revanche, les ARN qui sont régulés dans les P-body encodent des fonctions régulatrices. Je pense qu'ici, la clé, c'est qu'au lieu d'étudier des gènes uniques, nous révélons une nouvelle échelle d'organisation du transcriptome. Des groupes d'ARN sont co-ségrégés pour être co-régulés, et c'est ce qui permet une coordination de l'expression du programme génétique. J'aimerais rapidement ouvrir sur les perspectives suivantes. Ici, nous vous avons présenté un travail sur les P-body, mais comme introduit par Dominique Weil, il existe de nombreux autres types de condensats, les granules de stress, les granules neuronaux, les granules germinaux, et ainsi de suite. La liste s'allonge de façon permanente. Mais en plus, non seulement ces granules sont divers, mais ils peuvent être compartimentés. Par exemple, dans ce type de granules, il existe 6 sous-compartiments. Donc il existe vraiment une organisation multi-échelle du transcriptome, avec divers granules et des compartiments dans les granules. Enfin, ces granules sont extrêmement régulées. Typiquement, ces condensats se comportent comme des condensats semi-liquides, avec des propriétés liquides, mais ils peuvent également se dissoudre ou solidifier dans des agrégats quasi cristallins. Et nous pensons que ces changements de phase, ces changements de propriétés matérielles, participent à la régulation de l'expression du programme génétique. Donc, en conclusion, comme présenté dans la présentation précédente, un premier niveau de régulation de l'expression des gènes est bien sûr l'organisation de la chromatine. Mais j'espère vous avoir convaincu ici qu'il existe un deuxième niveau de régulation, celui des ribonucléoprotéines, qui peuvent réguler la localisation des ARN et leur devenir, et ainsi intégrer des voies de signalisation environnementale et développementale pour réguler l'identité cellulaire. Ce travail est bien sûr le résultat d'une grande équipe, d'un grand travail collectif, et donc j'aimerais remercier Maïté Courel qui a participé à tout l'aspect transcriptomique, Michel Kress, Michel Hernoulange, Marianne Bénard, Racha Chawib, qui ont participé à la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, la biochimie, Zouyi qui a participé à la bioinformatique, tous nos collaborateurs, l'équipe de Julien Mozzi-Conassi pour toutes les études bioinformatiques et de modélisation, Gérard Pierron, l'équipe d'Édouard Bertrand, et puis bien sûr toute l'expertise technique, par exemple de la plateforme de fax qui nous a permis de purifier ces granules et l'expertise technique de la plateforme de séquençage. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup sur cette très belle présentation. Daniel Riquier. Oui, c'est fascinant. Une question très simple. Est-ce que la longueur des ARN intervient dans leur localisation? Donc, à l'heure actuelle, il existe 2 études, notre purification des P-body et la purification d'un autre type de condensat qui sont les granules de stress. Et pour ce qui est des granules de stress, il existe une corrélation directe entre la longueur des ARN et leur accumulation dans les granules de stress. En' excusez-moi, pour les P-body, il n'existe pas de corrélation sur la longueur globale des ARN, mais il existe une corrélation avec la longueur du 3' UTR, donc la partie non traduite de l'ARN en aval du CDS. Donc pour ce qui est des ARN qui s'accumulent dans les P-body, ce changement de taille est vraiment spécifique à cette sous-région de l'ARN messager. Daniel Louva. Oui, d'abord, félicitations, c'est fascinant. Merci. Est-ce que, compte tenu de la diversité des structures qui se forment, est-ce que vous avez analysé après, lorsque vous les isolez par fax, avec différentes sondes, je suppose, est-ce que les propriétés spectrales ou la spectroscopie des différentes particules que vous analysez sont différentes, puisqu'on parle de transition de phase? Nous n'avons pas fait d'analyse spectrale. Par contre, nous avons fait des analyses biophysiques du type mesurer la viscosité, par exemple, de ces condensats. Et donc, cette viscosité est extrêmement régulée. J'avais notamment pu montrer dans un autre modèle, chez C. elegans, que par exemple des condensats dans l'ovocyte sont extrêmement visqueux, ce sont presque des solides et il faut des heures pour qu'il y ait un échange avec le cytosol.
En revanche, dans l'embryon, au moment de l'activation du programme embryonnaire, ces condensats deviennent beaucoup plus liquides. Et cette fois-ci, il va y avoir des échanges, un turnover complet en quelques secondes. Et donc ça, on le voit aussi bien au niveau de la diffusion à l'intérieur du condensat qu'au niveau des cinétiques de fusion entre les condensats, la dissolution et ainsi de suite. Alors, j'ai une question complémentaire, si je peux. Madame Veil a dit qu'il y a une sorte d'équilibre, si je peux utiliser ce terme, en tout cas, entre le cytoplasme, qu'on ne peut pas les purifier par affinité, puisqu'il y en a à la fois dans la forme non condensée et dans la forme condensée. Est-ce qu'il y a une dynamique d'échange? Est-ce qu'on peut la mesurer avec, si vous avez un traceur fluorescent, est-ce que vous pouvez mesurer par vidéomicroscopie, par exemple, l'échange et la vitesse d'échange, si échange il y a? Ouais, tout à fait. Donc, en utilisant des méthodes de type FRAP, on peut typiquement mesurer les échanges avec le cytosol. Et typiquement, dans certains condensats, il faudra des heures pour qu'il y ait un échange. Et dans d'autres condensats, il ne faudra que quelques secondes pour qu'il y ait un échange. Mais j'aimerais insister sur le fait qu'au début, dans la discipline, il y avait l'idée qu'il y avait une phase homogène dans le condensat. Et plus nos travaux avancent, plus on s'aperçoit en fait qu'il y a de multiples phases. Il y a un échafaudage, un scaffold, qui se comporte plus comme un hydrogel, et qu'autour de ce scaffold, il y a différentes phases qui sont plus liquides et qui vont échanger à l'interface de ce scaffold. Donc on peut voir ça comme un hydrogel poreux, avec certaines molécules qui vont imposer les propriétés mécaniques au niveau macroscopique du condensat, et certaines molécules qui vont être juste des passagers et qui vont échanger de façon très, très rapide. Merci. J'ai l'impression que votre présentation attire beaucoup de questions. Il y en a une ici, puis Daniel Choquet, puis Giacomo aussi. Et après, on arrêtera. Voilà. Est-ce que les interactions entre l'ARN et les protéines dont vous avez parlé sont du même type qu'entre histone et ADN? Alors, notamment les interactions électrostatiques. Alors, c'est une question compliquée dans le sens où il y a des centaines de protéines et des milliers d'ARN cibles. On sait que certaines protéines, typiquement la protéine pumilio par exemple, ça fonctionne comme un facteur de transcription. Donc ça va reconnaître un site consensus, ça va être des interactions hydrogènes. Donc la protéine est bien foldée et reconnaît une séquence bien précise. Après, il y a d'autres protéines, notamment comme l'hélicase DDX6 introduite par Dominique Veil, qui semblent, elles, interagir à plus faible spécificité, qui peuvent recouvrir les ARN sur toute la longueur. Donc le nombre de molécules fixées va être proportionnel à la longueur de la molécule d'ARN. Et là, je pense qu'on comprend un petit peu moins bien quels sont le type d'interactions qui sont en jeu, et notamment le rôle des forces électrostatiques, et ainsi de suite. Je pensais notamment à l'épitranscriptomie dont vous avez parlé, et l'acétylation comme celle qui est très à la mode pour les histones. Oui, donc il existe de très nombreuses modifications post-traductionnelles, dont certaines, comme l'acétylation, peuvent modifier les propriétés physiques du granule. Tout à fait. Enfin, là, c'est des modifications des protéines. Il pourrait y avoir des modifications de l'ARN. C'est ça que vous vouliez dire, non? Ou des protéines associées. Oui, donc pour ce qui est de la modification de l'ARN lui-même, ça n'a jamais été mesuré directement, mais typiquement, il y a des protéines qui méthylent ou qui fixent des ARN méthylés qui sont enrichis dans ces PBOJ. Donc je pense qu'on peut tout à fait anticiper des modifications post-traductionnelles, non seulement des protéines, mais également de la molécule ARN directement. Ok. Je vais être obligé de vous demander de faire des réponses courtes, Je vais essayer. parce que sinon on coupe les questions. Alors, Giacomo. Oui, j'avais une question méthodologique. Est-ce que vous avez comparé les méthodes de FAPS avec des méthodes plus traditionnelles biochimiques comme immunoprécipitation, colonne d'exclusion? En tout cas, quelle est l'hétérogénéité des particules? Quelle est la validation? Est-ce que dans toutes les protéines que vous avez testées, quelle est la fraction de protéines qui est effectivement dans les p-bodies? Ouais. Alors, il faut savoir que pendant très longtemps, de nombreuses équipes ont essayé de purifier ces condensats, et les approches classiques de type gradient de sucrose donnent des résultats très mitigés, je dirais, avec des degrés de pureté qui sont très, très limités. En termes, toutes les protéines qui étaient connues pour s'accumuler dans les p-bodies, nous avons identifié 9 sur 10 de ces protéines.
Donc je pense que nous perdons relativement peu de partenaires. Après, il est tout à fait possible que nous en manquions certains, mais en termes de... Il y avait déjà une bibliographie abondante sur les P-body et on a retrouvé tous les candidats classiques. Voilà. Après, il va falloir adapter la méthode à différents types de condensats, parce que certains condensats sont beaucoup plus fluides. Et donc, par exemple, en termes de conditions de tri, à l'heure actuelle, nous essayons de purifier des granules germinaux et nous sommes obligés d'utiliser, par exemple, du PEG pour maintenir la stabilité des condensats et ainsi de suite. Donc, chaque type de condensat, il faudra adapter un petit peu la méthode de purification. Je vais avoir la dernière question. Est-ce qu'il y a des P-bodies dans les dendrites? Est-ce que ça peut réguler la synthèse locale? Alors, dans les dendrites, il existe de nombreux types de condensats. Je crois qu'il y en a au moins 4 ou 5 qui sont déjà décrits, avec différents noms comme les S-Fossi et ainsi de suite. Et effectivement, leur condensation et leur dissolution répond à l'activité neuronale. Et donc, régule probablement la traduction à la synapse pour réguler la structure de la synapse et ainsi de suite. Merci beaucoup. Donc je vous remets la médaille gravée à votre nom et nous vous adressons nos félicitations. Bravo. Merci.